Quand on voit le score d'Éric Zemmour, évidemment, on est atterré. Le score lui-même est humiliant, c'est moins de 10%, 7,2. Le score va sans doute évoluer encore demain matin, mais le score est vraiment faible. Et surtout, ce n'était pas à la hauteur de nos attentes. Je faisais partie de ceux qui pensaient que Zemmour pouvait rivaliser, en tout cas avec Marine Le Pen, dans les scores. Après, pour gagner au deuxième tour, ça je ne crois pas l'avoir jamais formulé. C'est à peine si j'y ai rêvé. Mais un Zemmour qui exprime au deuxième tour voilà, ce que nous pensons et ce que nous devons, comment dirais-je, ce qui doit être dit. Donc vraiment quelque chose d'historique. Je vous rappelle que le débat de deuxième tour est extrêmement vu par plusieurs millions de spectateurs. Alors, est-ce que Macron aurait accepté de débattre contre Zemmour? C'est pas certain, mais Zemmour aurait bénéficié d'une exposition médiatique qui était utile évidemment à nos idées, largement. Alors, il y a deux éléments que je voudrais analyser avec vous en priorité. Le premier, c'est le score de Zemmour, qu'il faut absolument comparer évidemment au score de Marine Le Pen. Et le deuxième, c'est le score global de la droite. Et de ces deux analyses, nous pourrons, je pense, tirer une conclusion. Évidemment, même si on ne sait pas, l'élection n'est pas terminée. Voilà, il reste encore le deuxième tour. Le débat, alors aura-t-il lieu? Moi, je pense que Macron ne peut pas se défiler. Mais je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, en tout cas je l'ai pensé, et je l'ai dit dans des petits groupes où je discute, notamment mes abonnés Super Daddy Live, le mieux qui puisse arriver à Marine Le Pen, c'est qu'il n'y ait pas ce débat de second tour, en fait. Parce que 5 ans ont passé depuis le précédent, certains électeurs qui s'apprêtent à voter pour elle ne se souviennent plus de cette déroute ou sont passés à autre chose ou tout simplement n'ont même pas regardé le débat. Il y a toujours des jeunes gens qui votent pour la première fois lors d'une nouvelle élection. Et donc le mieux qui puisse arriver quasiment à tous, alors, Macron je ne sais pas, Macron préférerait peut-être avoir affaire à Marine Le Pen et sur les questions économiques la réduire à néant. On va partir du principe que Marine Le Pen a eu 5 ans pour s'améliorer et de mon point de vue, elle ne peut pas faire pire que ce qu'elle avait fait lors du débat du second tour en 2017. Donc, on abordera cette question peut-être en dernier lieu. Si ma vue arrive à s'habituer en fait au spot que j'ai en pleine tête, j'essaierai de lire vos questions à la fin, mais franchement, il y en aura beaucoup, ça va être compliqué. Merci en tout cas de m'avoir rejoint pour écouter cette émission spéciale sur Telegram. Je suppose que certains sont en train de l'enregistrer et quoi qu'il en soit, j'en ai une copie audio, a priori. Alors, le score de Zemmour. Quand on est un soutien de Zemmour, comme moi, comme vous, il fait très mal aux fesses. Voilà. Je croisais les doigts pour qu'on fasse plus de 10%. Plus de 10%, c'est pas humiliant. Pour une première tentative, c'est même très bien. Quelque part, c'est de penser que Zemmour allait côtoyer les 20, qui étaient peut-être trop ambitieux. Peut-être qu'on a confondu nos désirs avec un vrai pronostic. Ça, c'est une critique que je veux bien faire à nous tous, à la limite. Quoique, on va le voir, les sondages, à un moment donné, donnaient Zemmour au coude à coude avec Marine Le Pen, légèrement derrière, à égalité, et parfois même légèrement devant. Alors, si on regarde crûment le score de Zemmour, on a 7,2%. On se dit, c'est terminé. Les Français ne veulent pas entendre parler de cette droite-là, ils ne veulent plus entendre parler de la grande civilisation française, ils ne veulent plus qu'on leur resserre ce plat, tout simplement, en fait, notre ligne, elle ne fait pas beaucoup de voix, elle n'a donc pas d'avenir politique, donc il est inutile de militer, etc., etc., etc. On pourrait effectivement faire cette conclusion et je dirais que ça servirait presque mes affaires, moi qui prône le communautarisme depuis des années. Évidemment, je pourrais en rester là et dire regardez, on fait moins de 10% alors qu'on est en 2022, après tous ces attentats, après la criminalité au quotidien que tout le monde affronte, etc., etc. Effectivement, on pourrait se dire ça. Maintenant, ce qu'il faut bien comparer, c'est le score de Zemmour à celui de Marine Le Pen. Marine Le Pen, ce qui est très décevant, est certes 4 ou 5 points derrière Macron, c'est beaucoup à rattraper pour le deuxième tour, mais l'écart entre Zemmour et Marine Le Pen est considérable. Pourtant, si on consulte les différents sondages qui ont été faits chaque semaine depuis le début de cette campagne, on réalise que Zemmour était dans une dynamique ascendante
à partir du moment où il a présenté sa candidature, c'est-à-dire c'était début décembre, et jusqu'à mi-février, même fin février. On a même un moment où Marine Le Pen et Éric Zemmour étaient exactement au même score. Voilà, donc c'est justement, je viens de voir là, c'est justement autour du 20 février. On a plusieurs sondages donc plusieurs instituts différents, Opinionway, Ipsos et compagnie, qui donnent Zemmour et Marine Le Pen entre 15 et 17%. Et il y en a un que j'ai un problème de vue, donc là j'arrive pas à voir, mais il y en a un qui donne Zemmour et Marine Le Pen à 16,5% tous les deux. Voilà. Ça, c'est le 20 février. 16,5% tous les deux. Que s'est-il passé en février, notamment le 24 février? L'invasion de l'Ukraine par la Russie. À ce moment-là est arrivé le tournant de la campagne, puisque Zemmour, quand on l'a interrogé là-dessus, et évidemment on allait l'interroger là-dessus, c'était sûr, comme dirait l'autre, c'était sûr en fait, voilà. Zemmour a pris le parti, à la fois par tradition politique pro-russe, et aussi parce que, à mon avis, il a commis une erreur de jugement. Il a pensé que, j'espère que ça fonctionne parce que je suis même pas en mesure de lire les commentaires qui me disent si ça fonctionne ou pas. Bon, peut-être je parle dans le vent, mais continuons. Zemmour, je le crois, s'est dit je vais montrer que je suis ferme contre l'immigration et que je ne privilégie pas une immigration par rapport à une autre, que mon intransigeance est totale et que les réfugiés, qu'ils soient blancs, beiges, jaunes, arabes ou noirs, eh bien, moi, je n'en prends pas. Je serai le président qui refuse tous les immigrés, légaux, illégaux, et même les réfugiés, sauf cas très exceptionnels. Et là, eh bien évidemment, il s'est trompé, parce que tout l'électorat français a été choqué, et même beaucoup de gens dans le camp national, par cette fermeté, je dirais même en tout cas ce manque de cœur, voilà, alors même que cette guerre est une réalité, que des populations ont dû bouger de Kiev parce que sinon elles se faisaient tuer. On a vu dans des villes comme Kharkov ou Mariupol que, ce qui est normal, hein, je dis même pas ça pour accuser la Russie, mais quand on bombarde une ville, il y a des dommages collatéraux, il y a des civils qui meurent, c'est une évidence, c'est le cas dans toutes les guerres. Donc on a eu énormément de civils, des femmes, des enfants qui devaient partir, et on passe d'une culture de l'accueil total et du fait de recevoir des Noirs de Syrie lorsqu'il y a des guerres et que les Africains essayent de rentrer illégalement sur le territoire, à un Zemmour qui dit non, j'en veux aucun réfugié, il y a la guerre, ils se font massacrer, c'est pas grave, je n'en reçois pas. Voilà. Et je me souviens très bien, d'ailleurs je l'ai revu récemment en ce moment, lorsqu'il dit ça, il a comme une jubilation, parce qu'il est persuadé d'obtenir un diplôme de radicalité auprès de son propre électorat et donc de réussir, je dirais, à casser un plafond de verre en disant voilà, là j'ai bien montré ma différence avec Marine Le Pen, moi l'immigration c'est zéro, même quand elle pourrait être justifiée parce que des gens essayent d'échapper à une guerre, eh bien moi je ne les prends pas. Alors ça c'était vraiment le premier jour, c'est ce qui a été dit. Et ça il ne s'en est jamais relevé. Alors ensuite il a dit non, ce n'est pas que je suis contre les réfugiés, c'est que je pense qu'ils veulent d'abord aller en Pologne, mais ce n'est pas ce qu'il a dit le premier jour. Il a dit voilà, je privilégie la Pologne parce qu'elle est à côté, et parce que, il faut... si on prend des réfugiés, dans le lot vont se glisser des gens qui ne sont pas ukrainiens, etc., etc. Mais ça, c'est ce qu'il fallait dire le premier jour. Il fallait dire le premier jour, la Russie est à condamner, ne pas hésiter à dire aussi, en tant que en tant que président de la Russie, j'estime que Poutine a fait du très bon travail jusqu'ici, mais cette guerre, la volonté, le choix de faire de cette guerre était inacceptable, je ne peux absolument pas le suivre là-dessus, personne ne peut le suivre là-dessus, et nous aiderons évidemment les femmes et les enfants et les personnes âgées qui veulent échapper à la mort, le temps de cette guerre à les accueillir. Nous ferons tout pour les accueillir. La Pologne fait une grande partie du travail. Si elle a besoin d'aide, elle pourra bénéficier de notre aide. Nous sommes membres de la même union l'Union européenne. Et évidemment, le temps de la guerre, c'est une évidence. Les réfugiés ukrainiens peuvent être accueillis par nous. Et cela n'a aucun rapport avec l'immigration. C'est vrai en plus, là je sors du rôle. Il n'y a aucun rapport entre l'immigration
et le fait d'accepter des réfugiés de guerre. Dans un pays qui tient debout, comme Zemmour le voulait, qu'il voulait construire, eh bien on peut tout à fait imaginer que Zemmour ne prend aucun immigré, sauf une exception lorsqu'il y a une guerre proche, et notamment en Europe. À ce moment-là, on établit un processus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Là, je crois que c'est 1 an. Les Ukrainiens peuvent rester 1 an en Union européenne avec un titre de réfugié de guerre, les Ukrainiens qui ont quitté le pays. Je veux dire, on peut tout à fait accepter ça sans vouloir que l'immigration continue, en voulant une immigration zéro. C'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre terrible, je dis absolument n'importe quoi, en Autriche ou au Portugal, et que nous on disait on ne va pas envoyer l'argent parce qu'on veut que l'argent bénéficie d'abord aux Français, que les Autrichiens se débrouillent, c'est pas qu'on les aime pas, mais vraiment on va rien faire pour les aider. Bon, à une époque où il y a quand même un esprit de solidarité européen qui est vraiment profond chez les gens, c'était une énorme erreur. Mais à la limite on va pas passer 1000 ans là-dessus. Je tiens d'ailleurs à dire, comme je l'ai écrit dans mes messages Telegram, que j'ai de la considération, du respect et même de l'admiration pour Éric Zemmour. Je le remercie d'avoir mené cette campagne jusqu'au bout et d'avoir fait le choix de la radicalité. Je pense produire une analyse qui correspond à ce qu'il s'est produit. Et d'ailleurs, ça n'a même rien à voir avec ce qu'on pourrait penser du conflit russo-ukrainien. On pourrait tout à fait être pro-russe. On peut dire je préfère que la Russie mange l'Ukraine et l'intègre à son territoire, mais le temps de l'élection, Zemmour aurait quand même dû jouer la carte pro-Ukraine. Voilà, je connais des gens autour de moi qui me disent ça. Dire oui, moi globalement je suis pas d'accord avec toi Daniel, moi je suis plutôt pro-russe, l'Ukraine c'est la Russie, etc. Tous les arguments des pro-russes, mais Zemmour aurait quand même dû être plus prudent dans ses propos. Donc ça n'a vraiment aucun rapport finalement avec la vraie opinion qu'on peut avoir sur ce sujet. C'est une question de stratégie électorale lorsqu'un cas de force majeure nous tombe sur la tête. Que s'est-il passé depuis la mi-février ? Tout simplement, ce n'est pas autre chose. Il ne s'est rien passé d'autre. Lorsque Zemmour a pris ce parti, 3 à 4 points ont été perdus en une semaine. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4% des électeurs qui comptaient voter pour Éric Zemmour qui se sont dit « je vais pas le faire, ça tient pas debout, ça me fait peur, j'aime pas Poutine, Marine est peut-être plus timorée mais plus sérieuse ». Voilà, ce sont les mots que j'ai entendus, que j'ai lus en commentaire, etc. Donc il y a eu un choc. Et alors je ne parle même pas du fait que, évidemment, la position de fausse neutralité qu'avait Zemmour, qui en réalité était plutôt pro-russe, s'est accompagnée d'un discours critique de l'OTAN. Alors je vous explique, quand vous dites aux gens « je veux quitter le commandement intégré de l'OTAN », pour les gens ça veut dire « je veux quitter l'OTAN ». Alors, pour 99% des gens qui vont entendre ça, c'est « il est fou ». Voilà. Il est fou, il veut que la France quitte l'OTAN. C'est ça que les gens entendent, quitter l'OTAN. Que se passe-t-il quand vous quittez l'OTAN ou que en fait vous faites cavalier seul, vous êtes dans l'OTAN mais vous êtes d'accord avec l'OTAN seulement quand vous voulez, une fois sur deux, quelle est la finalité de tout ça ? C'est qu'à un moment donné vous allez vous faire éjecter de l'OTAN. Et de toute façon c'est comme ça que les électeurs le perçoivent. Nous ne sommes plus dans l'OTAN, nous ne sommes plus protégés par l'OTAN. Eh bien, que se passe-t-il lorsqu'il y a une guerre ? Eh bien vous n'êtes pas aidés. Exactement, en somme, ce qui est en train d'arriver à l'Ukraine. Voilà. Pourquoi l'Ukraine ? Alors l'Ukraine est aidée par la propagande, on lui envoie des armes, etc. On l'aide autant qu'on peut, sachant qu'elle ne fait pas partie de l'OTAN, mais tout simplement, on ne va pas se confronter aux Russes sur le territoire ukrainien, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc les Français qui entendent des discours critiques sur l'OTAN, qui sont un suicide électoral, je veux vraiment insister là-dessus, on est quasiment au niveau du détail de l'histoire en termes de suicide électoral. Je peux vous assurer que les gens sont terrifiés, ils se disent mais Zemmour manque de professionnalisme ou alors il rêve, parce que si la France sort de l'OTAN et qu'un pays attaque la France, vous allez me dire ça n'arrivera pas, mais qui aurait cru qu'il y a 1 an ou 2 ans que l'Ukraine, Kiev serait bombardée? Quelques spécialistes peut-être émettaient l'hypothèse que ça pourrait peut-être arriver, mais globalement on n'aurait pas misé une clope là-dessus. Bon, maintenant vous sortez de l'OTAN et un pays fait la guerre à la France, ou alors la France subit une guerre, on va dire, qui ne dit pas son nom, avec un terrorisme intérieur qui grandit, qui devient incontrôlable, ingérable par les forces françaises elles-mêmes. Vous êtes là, allô, vous pouvez m'aider ? Ah désolé, tu fais plus partie de l'OTAN en fait. Tu fais plus partie de l'OTAN, tu vas chercher de l'aide ailleurs, tu vas demander à la Chine,
oh, tu te débrouilles, quoi, tu te débrouilles. Bon, ça va avec... c'est la même critique, en fait. Le choix politique de la neutralité. La neutralité, quand vous avez quelqu'un qui attaque un autre pays, ça veut dire que vous êtes pour la personne qui l'attaque. C'est tout. Donc la neutralité qu'a affiché Zemmour, voilà, et ceux qui le soutenaient, enfin la position officielle de Reconquête, c'était un suicide, parce que ça voulait dire, nous sommes du côté des Russes, on ne prend pas parti, moi si j'étais au pouvoir, je ne prendrais pas parti, je n'aiderais pas l'Ukraine, elle se démerdera, et c'est comme ça, mais pour autant je ne soutiens pas Poutine. N'importe qui entend ça dit, bah voilà, en gros, t'as un mec qui se fait taper, et toi tu n'interviens pas. Tu es pour qui? Bah, tu es pour le mec qui frappe l'autre, tu es pour l'agresseur en fait. Donc ça, je reviens donc au bilan de l'élection, ça fait perdre 3, 4, 5 points. Alors je tiens à dire que au sein de Reconquête, il y a eu des discussions, je le sais, voilà, il y a eu des discussions sur la position à tenir, et ne croyez pas que ce sont des personnes qui ont vraiment eu une influence sur Eric Zemmour là-dessus. Alors, évidemment, il y a des pro-russes, il y a des anti-russes dans son entourage, il y a de tout, mais la décision finale, et ce qu'il a dit là dans son discours ce soir est totalement vrai. Il a tenu tout au long de sa campagne exactement les discours qu'il voulait tenir, y compris sur la Russie. Eh bien, c'était une erreur. Alors, que s'est-il passé? Et je le dis quand je le dis, même à aucune hésitation, quoi. C'est pas je crois que c'est une erreur, c'était une erreur. Je l'ai déjà dit, mais je n'avais pas insisté là-dessus parce que pendant une campagne, on est pour le. Je dirais, on est dans une logique de parti, donc on ne critique pas à outre mesure. On ne veut pas dissuader ceux qui nous suivent de voter pour Éric Zemmour. D'ailleurs, j'ai voté moi-même pour Éric Zemmour. Mais c'était une énorme erreur. Je reviens à mes moutons. Début mars, Zemmour commence à tomber dans les sondages. Il passe de 15-16 à 13-14, puis ensuite à 12-13. Et là, il y a 4 points qui sont perdus. Et là, je dirais, c'est la deuxième vague. Parce que ça, on dit, simplement sur la Russie, il a perdu, sur le dossier russo-ukrainien, il a perdu 8 points. Non, c'est pas exactement ça. C'est qu'il perd 3-4 points à un moment clé, fin février, quand il ne reste plus que 1 mois et 10 jours de campagne, autant dire la veille de la campagne. Il perd 3 ou 4 points en une semaine sur un dossier majeur, une guerre qui effraie tout le monde, en prenant une position qui n'est pas du tout populaire. Suite à quoi, les médias qui n'avaient pas de prise, je dirais, pour l'attaquer, comment les médias ont commencé à attaquer Éric Zemmour. Ils ont dit, regardez, il est raciste. Et les gens disent, il est raciste, c'est génial. Zemmour, voilà. Ça, c'était le début de campagne de Zemmour, sur les chapeaux de roue. Voilà. Zemmour a dit, mais il n'a pas le droit de dire ça. Ah, mais il le dit quand même. Ah, d'accord. Ah. Rappelez-vous le début, quand il était pré-candidat. 10%, 11%, 13%, 15%, 16%, 17% même selon certains sondages. Ça, c'était la première partie de campagne de Zemmour qui a été parfaite. Et les médias ne savaient pas par où commencer pour l'attaquer. Il y avait un truc, ça, malheureusement, ça fait partie de la personnalité et du parcours d'Éric Zemmour, c'est sa misogynie, voilà, ses propos sur les femmes, son attitude, j'irais même avec les femmes. Bon, ça lui a été envoyé sur la gueule et c'est probablement ce qui l'empêchait d'aller vers 20%. Mais bon, là-dessus, il n'y a pas de reproche à faire parce que voilà, Zemmour a écrit ses bouquins il y a 15-20 ans, il était journaliste encore jusqu'à il y a 6 mois, bon, tu peux pas effacer complètement ton passé. Donc c'est pas ça que je lui reproche. En revanche, au moment où il a pris la position neutre qu'il ne fallait pas prendre quand la guerre a éclaté, eh bien les médias se sont engouffrés dans la brèche. On dit, ah voilà, enfin on a une erreur, on va parler que de ça. Et moi j'ai quasiment vu toutes les émissions d'Éric Zemmour, en prime time, sur TF1, France 2, BFM, etc. Depuis le début de la guerre, il a été obligé de répondre de ses positions pendant 10-15 minutes sur l'Ukraine. Et sur son, on va dire, sa tendresse, son côté très coulant avec Vladimir Poutine. Donc ça a vraiment érodé sa campagne, ça l'a fait baisser dans les sondages. Et quand très vite, en fait, là après si vous allez vers les sondages du 10-15 mars, donc là il y a un mois, eh bien Zemmour se retrouve plutôt à 12%, tandis que Marine monte à 17-18%. Et à partir de là, c'est un autre mécanisme qui prend le relais, qui n'a plus rien à voir en fait avec la guerre en elle-même, c'est que les électeurs se disent « Putain, il reste un mois », les électeurs du camp national. Les électeurs du camp national, c'est pas des marinistes, c'est des gens qui en ont marre de l'immigration et qui votent soit pour Marine Le Pen, soit pour Zemmour. Ils n'ont que faire du fait que
les gens comme nous, les nationalistes d'Internet, émettent des critiques sur Marine Le Pen, estiment qu'en fait c'est une fausse candidate patriote, etc., etc. Bon, ça on peut en discuter des heures, mais ces gens-là votent pour Marine Le Pen ou pour Zemmour parce qu'ils veulent en arrêter avec l'immigration. C'est la fameuse théorie que j'ai balancée à Soral le jour de notre débat, de manière un peu cavalière, mais en gros c'est ça que j'ai voulu dire. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui votent Marine, là, dans la plupart des cas, le font pour des raisons sécuritaires, immigration, etc. Zemmour est arrivé, il avait un programme plus dur, il avait une attitude qui donnait plus confiance quant au fait qu'il arrêterait vraiment cette immigration massive, qu'il lutterait contre elle, qu'il allait serrer la vis en quelque sorte. Donc ça a marché du tonnerre parce que les gens se sont dit, je prends souvent l'exemple de mes parents, mais c'est vrai qu'au début mes parents hésitaient, ils disaient enfin on va voter Zemmour parce que ça a l'air d'être un Marine Le Pen plus. Et finalement lorsque les sondages, on le voit d'ailleurs, hein, c'est aussi, il faudrait pratiquer une autocritique, tous les gens qui disaient il y a un vote caché, les sondeurs mentent, etc. Bon, vous voyez bien que c'est pas vrai, voilà. Donc, j'ai un peu joué le jeu dans les derniers jours de campagne pour dire, histoire de dire allez, vous devez tous aller voter. Admettons que les sondages se corrompent. On va partir du principe que tout ça est faux pour qu'il y ait le maximum de voix en faveur de Zemmour. Mais enfin, je vous dis, ce matin, quand je me suis levé, à aucun moment je me suis dit. Alors vraiment et sérieusement, Zemmour va passer de 10% à 22% pour passer devant Marine Le Pen. Donc les sondages disent quelque chose de la réalité. Quand on fait semblant que les sondages ne veulent rien dire, on ne peut pas analyser le réel tel qu'il est, et donc agir sur lui, modifier éventuellement sa stratégie de campagne, aller de l'avant et ne plus commettre les erreurs qu'on a commises. Voilà. Donc je répète, mi-mars, les gens ont vu dans la plupart des sondages Zemmour à 12 et Marine qui montait, elle, à 16-17, et ils se sont dit, il reste 3 semaines à moi, vote utile. C'est-à-dire, le cauchemar, ce serait que ni Marine Le Pen ni Zemmour ne soient au second tour, donc on va donner nos voix à Marine Le Pen. Et cette courbe n'a fait que aller vers le haut pour Marine et vers le bas pour Éric Zemmour. Donc, je le répète, le 20 février, Zemmour est à 16%, il finit le 10 avril à 7%. Donc il y a combien de points perdus? Je sais compter ou pas? 9 points perdus, à peu près. Marine, le 20 février, est à 16%. Et à combien elle est aujourd'hui? À 23%. On fait le calcul ensemble? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Elle a repris 7 des 9% que Éric Zemmour a perdu. Tout simplement. Pourquoi Zemmour est très bas? Parce que Marine est très haute. Voilà, ne focalisez pas sur le sondage en vous disant c'est terrible, les Français sont des merdes. Bon, ça c'est pas nouveau, je dirais. C'est pas un camouflet en réalité. C'est simplement qu'il y a eu une erreur majeure au cœur de la campagne qui a fait que Zemmour, au lieu de finir à un score tout à fait honorable et à un 14-15, voire même un 16 qui aurait pu lui permettre de rivaliser afin d'obtenir, afin de passer au second tour, encore que le score de Mélenchon l'en aurait peut-être empêché. En tout cas, il aurait fait un score très bon pour une première candidature. Eh bien, il finit à 7 et Marine Le Pen récolte ses voix. Voilà, il y a tout simplement rien d'autre à dire. Voilà, donc c'est pour ça que je crois qu'il faudra réfléchir là-dessus, mais c'est pas le soir pour le faire. On n'a pas l'envie, j'ai pas même l'envie de créer ce débat aujourd'hui, mais moi je le pense. La droite a des qualités, et comme on l'a vu dans le discours qu'a fait Zemmour ce soir, une de ses qualités, c'est la sincérité dans l'engagement, c'est les convictions morales, le courage aussi, l'abnégation de continuer malgré des défaites qui s'enchaînent. Il faut une force aussi pour résister face à ça. Zemmour a très bien exprimé son caractère ce soir, il s'est vraiment livré à nu. Je trouvais que c'était un magnifique discours, pas un discours, pas d'un point de vue esthétique, c'était beau, c'était vrai, c'est une capsule de vrai, tout était, il n'y a vraiment rien à reprocher sur ce qu'il a dit, tout était digne, tout était juste, tout allait dans le sens du vrai engagement militant, y compris le soutien à Marine Le Pen, un soutien qui va faire jaser, qu'on va lui remettre à la gueule dans 5 ans en disant mais à quoi ça sert, vous allez voter Marine Le Pen au deuxième tour. Bon, il n'a pas pensé à tout ça, il a pensé vraiment avec sa tête, avec son âme, en disant voilà, c'est ça que je pense, c'est ça que je pense sur la Russie, c'est ça que je pense sur les mœurs, c'est ça que je pense sur l'immigration, c'est ça que je pense sur le fait qu'il faut voter contre Macron au second tour, donc pour Marine, etc. Mais il y a des qualités et des défauts dans notre camp, et un des défauts c'est la psychorigidité, c'est-à-dire
vous remarquerez que la gauche n'a aucun problème à brûler ses idoles, à changer d'avis, à dire, sans le formuler, sans dire j'ai changé d'avis, mais simplement en tenant une position qu'elle ne tenait pas 5, 10, 15 ans en arrière. Eh bien la droite a beaucoup de mal à sortir de cela. La droite est enfermée dans un logiciel absolument pro-russe, qu'elle ne remet jamais en question, et sans jamais se demander si finalement ça correspond à ce que les Français pensent. Ah oui, parce que pour gagner une élection, il faut quand même séduire le plus de Français possible. Alors déjà que nous avons fondamentalement dans le principe même de Reconquête, la volonté de stopper l'immigration, voire même d'inverser les flux, déjà c'est une pilule qui est difficile à faire avaler aux Français, même si les sondages montrent qu'ils sont inquiétés par l'immigration, ils croient au grand remplacement, mais pour leur faire ce qui doit être fait, eh bien, afin de justement de cesser ce grand emplacement, c'est toute une histoire. En fait, on y passe tout simplement. Ça fait allez, non, peut-être pas, mais 2-3 élections qu'on y passe notre temps. Cette fois, ça a été formulé. Le problème est ethnoculturel. Le remplacement est en fait racial. Donc, il faut le stopper avec une stratégie à la Zemmour, à la Reconquête. Bon, déjà, ça c'est dur à faire avaler. Donc, si sur d'autres sujets, c'est ce que d'ailleurs je le dis dans mon livre 2027. Que j'ai sorti là récemment, si sur d'autres sujets vous ne respectez pas le consensus, vous êtes contre les Français sur tel point, tel point, tel point, tel point, tel point, tel point, à un moment il y a la logique électorale, quoi. C'est-à-dire vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez tout simplement pas passer. Donc je vais continuer un peu dans l'analyse sur les pourcentages, enfin sur les résultats, mais je voudrais que vous sortiez de l'idée que notre ligne ne fait que 7% en France. Déjà, si elle ne faisait que 7% en France, ce serait beaucoup. Voilà. Un candidat qui met en avant la remigration, ils vont rentrer chez eux, je vais les faire rentrer chez eux, et qui obtient 7% de voix, déjà, c'est loin d'être anodin. Mais par ailleurs, moi je vous le dis à 100%, dans le score qu'a fait Marine Le Pen, la moitié des votants de Marine Le Pen préfèrent en réalité Éric Zemmour, préfèrent les idées d'Éric Zemmour, préfèrent sa radicalité, mais craignez trop que le camp national ne soit pas au second tour. Et je respecte ces personnes, je comprends, voilà, je pense que ce n'est pas ce qu'ils auraient dû faire. Comme l'a expliqué Zemmour, le vote Reconquête était un vote pionnier, donc ils auraient dû miser sur le vote pionnier, mais ils ne l'ont pas fait. Et pour autant, ce sont des gens qui pensent comme nous. Moi je vous dis, la position, les positions de Zemmour, sur l'immigration, sur la remigration, sur l'identité française, sur la nécessité de remettre de l'autorité dans les mains de l'État, de la police, évidemment avec un logiciel de droite. Pour moi, Zemmour est à 15%. C'est ça son vrai score. C'est ça le vrai score de nos idées. Et c'est beaucoup. C'est un enseignement qu'il faut garder de cette campagne. Parmi tous les votes pour la droite et l'extrême droite, on a 15% d'électeurs qui en ont plein le cul et qui sont prêts à mettre le bon bulletin dans l'urne. Voilà. Si on met de côté cette crise en Ukraine et le choix stratégique qui a été fait parce qu'il fallait bien en choisir un. Voilà, on ne peut pas créer ex nihilo un électorat. On a un électorat patriote qui se divisait entre Marine et Zemmour. Lorsque Zemmour a approché des 10%, c'était terminé, c'était trop tard pour renverser la vapeur. Les gens, et comment je l'ai vu, parce qu'en plus récemment, j'ai revu pas mal de camarades en France et ailleurs. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de discussions. Comme vous tous, nous parlons de nos élections constamment. Les élections présidentielles mobilisent toujours notre intérêt. Et des gens qui aimaient encore plus Zemmour que moi, qui étaient zemmouriens jusqu'à l'os, j'ai été surpris de les entendre me dire « Daniel, je vais voter Marine dès le premier tour ». Parce que t'imagines, si Mélenchon passe devant, etc. Et puis si Marine est trop basse, après il n'y a aucune chance au deuxième tour. Et puis Zemmour aura sa chance dans 5 ans, etc. Et ça, c'est pas des marinistes, encore une fois. Ce sont des personnes qui, pour rien au monde, n'auraient voté Marine, on va dire, 3 mois avant, et qui, voyant que Zemmour a 4-5 points d'écart dans la gueule, un mois avant l'élection, prennent cette direction du vote utile. Et une fois que cette direction est empruntée, eh bien c'est trop tard, c'est fini. Voilà. Donc d'ailleurs les gens les plus proches de la team Z avec qui je discute me disaient putain, si on regarde les courbes, ça c'était il y a 2 semaines, hein, si on regarde les courbes, on est à 10, on va finir à 8.
parce que les gens vont encore plus se dire, maintenant qu'il reste 2 semaines, et que Marine est annoncée à 18 et Zemmour à 10, ils vont encore plus se dire, ça sert à rien de voter Zemmour, et Marine va monter. En fait, si on regarde bien, c'était logique. Le score qu'on fait aujourd'hui, compte tenu de tous les sondages qu'on a depuis 1 mois et demi, est logique. C'est ça qu'il faut vraiment en plus de la psychorigidité qui pour moi nous enferme dans des stratégies perdantes, il y a un autre phénomène, c'est ce complotisme à tous les étages, quoi. C'est-à-dire ce qui nous est dit est faux, on nous fait croire ci pour nous faire croire ça, tout est truqué, ça c'est truqué, etc., etc., etc. Non, voilà, les sondages, vous savez, c'est un peu comme la météo. Parfois la météo se trompe, mais elle ne se trompe pas volontairement. Les sondages d'élection en élection se trompent de moins en moins, et parfois quand ils se trompent, ils ne le font pas exprès, voilà, d'autre part. Et surtout, si on part du principe que ce qui nous est dit dans les médias, tout est faux, eh bien on ne s'appuie sur aucune source, on ne s'appuie en fait que sur des intuitions pour imprimer des lignes politiques sur un parti ou dans la logique militante lorsqu'on soutient tel ou tel parti. Et bien après, qu'est-ce qu'on veut? On se plante. Parce que regardez, si on part du principe que les sondages sont faux, on va se dire quoi? Eh bien, on va se dire, comme malheureusement trop de gens autour de Zemmour, ne t'inquiète pas, maintiens ta neutralité dans le cas de la Russie, tu t'es pas trompé, c'est les médias qui disent ça, continue tout chousse, ne fais simplement quelques petits arrangements, mais t'inquiète pas, t'es toujours à 15%, c'est le vote caché, tout ça c'est les médias qui te mentent de A à Z, etc. Et tu n'en prends pas compte, tu ne tiens pas compte du changement brutal. Pourquoi Opinionway donnerait Zemmour à 16-17 et 2 semaines après le donnerait à 12? Pourquoi ces trucs-là peuvent être vérifiés. C'est un vrai métier en fait, sondeur. Encore une fois, c'est comme QAnon, quoi. C'est toujours les mêmes erreurs qu'on reproduit. Quand le résultat ne nous semble pas satisfaisant, plutôt que de l'analyser, de dire merde, pourquoi on a descendu, il faut absolument que ça change. Si on a fait une connerie, il faut la rattraper. Eh bien, on a des gens complotisme ou des gens je sais tout qui vont arriver en mode mais non, t'inquiète pas, tout va se passer le jour de l'élection. Il est annoncé à 9, 10, il va être à 23. Bon. Toutes ces bêtises sont insupportables. Et le pire, c'est qu'en plus, pour maintenir les gens dans la motivation, plutôt que d'évoluer dans la rationalité et simplement dire ça va être dur, mais on va donner le maximum, eh bien, on se retrouve à participer à cette folie collective, à interviewer des gens qui vont dire oui, là, les sondages sont sans doute bidons, alors ils vont nous sortir aussi des sondages faits par des IA, etc. Alors, en fait, Zemmour ne serait pas à 10, mais au contraire, il serait à 19, et en fait, c'est Macron ou Marine qui serait derrière lui. Enfin bon, toutes ces choses qui donnent de faux espoirs, moi je suis vraiment contre, hein. Faut arrêter avec ces trucs-là, faut vraiment en cesser. Je ne veux plus jamais tomber dans ces pièges, c'est trop humiliant et c'est trop con, en fait, c'est trop con. Voilà. Un autre enseignement avant que je passe à la deuxième conclusion qui est... parce que ma première conclusion est plutôt positive. Pour moi, Zemmour a fait une très bonne campagne avec des postulats radicaux, ce qui n'est jamais évident. Il est jusqu'au bout et malgré les médias, malgré la propagande contre lui, malgré des erreurs de stratégie très importantes, très graves, eh bien il fait 7,2% alors que tout le portait à faire 14 ou 15. Bon. Donc, moi je vous dis, évidemment on ne peut pas se réjouir de ne pas être au deuxième tour, mais les thèmes de campagne de Zemmour, nous n'aurions jamais cru il y a un an. D'une part, on l'espérait, mais on ne savait pas qu'il serait candidat, et on n'aurait jamais cru qu'il les pousse pour en faire des thèmes de campagne. Donc ça, c'est en soi, de voir une politique qui tient un discours si radical faire un score loin d'être humiliant, quand on sait qu'en fait, ce qu'on peut conclure en fait de ce premier tour, c'est assez inédit, c'est qu'en fait les gens ont voté au premier tour comme si c'était déjà le deuxième. Voilà. Quand on voit le score de Macron et le score de Marine, et l'écart qu'ils ont par rapport aux autres, on voit bien, il y a plein de parties, voilà, le score de Pécresse est extrêmement faible, le score de Jadot et compagnie, Hidalgo, j'en parle même pas. Donc en fait, les gens ont fait un vote utile dès le premier tour, à gauche comme à droite. Si on prend en compte toutes ces données, on se rend compte on s'aperçoit que vraiment le score de Zemmour est loin d'être mauvais. Il est pas à l'auteur de ce qu'on attendait. Il est pas beau, il est laid, il est un peu humiliant en lui-même, mais en fait il s'explique et il est
je le dis hein, en toute sincérité à 100%, vous allez voir que je suis aussi sincère sur ma deuxième conclusion. Je peux me tromper sincèrement, mais en tout cas je suis sincère quand je vous dis que c'est un bon score. C'est un bon score. Ce qui est regrettable, c'est qu'on aurait pu faire entre 13 et 16, et on fait seulement 7. Voilà, c'est toujours désagréable de... tu vises la médaille d'argent, médaille d'or, t'as la médaille en chocolat, bon c'est sûr que ça fait chier, mais encore une fois, repartons. J'insiste là-dessus parce que je voudrais bien que vous compreniez, c'est pas du tout de la méthode Coué, c'est vraiment ce que je crois. Je crois que sans le dossier, sans cette putain de guerre à l'autre bout de l'Europe, Zemmour aurait pu rivaliser, en tout cas faire un score, talonner Marine Le Pen, vraiment. Voire même parce qu'ensuite, si vous voulez, c'est de la même manière que là les gens se sont détournés de Zemmour au nom du vote utile pour Marine, eh bien si le statu quo était maintenu entre Zemmour et Marine, on va dire jusqu'au milieu du mois de mars ou à la fin du mois de mars, eh bien les gens se seraient dit mais putain en fait ils sont à égalité, on va voter pour le plus radical, bah c'est parfait. Voilà, on n'aurait jamais cru que Zemmour soit aussi bon, le fait est qu'il casse la baraque, allez Marine ciao, on t'a déjà vu 2 fois, allez boum, et au dernier moment, les votes auraient splitté, Zemmour aurait pu s'envoler à 19-20 et Marine retomber à 13-14. Ça, c'était tout à fait possible. Donc moi, je vous dis, je ne crois pas du tout qu'il n'y ait que 7% de Français qui partagent nos inquiétudes et nos convictions sur la nécessité du vote, du vote le plus radical, on va dire. Pour moi, le vrai score, c'est 15. C'est autour de 15%. Autre enseignement, j'espère que ça fonctionne encore. Autre enseignement... Avant que je passe à la deuxième partie, le score de Valérie Pécresse. Alors on pourrait s'en moquer, j'aurais le cœur à me moquer du score de Pécresse si nous étions au deuxième tour, ce qui est loin d'être le cas. Alors Pécresse, elle fait combien? Je vais regarder ça, je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'est 5%. Valérie Pécresse fait 5%, je vérifie. Voilà. Pécresse fait 5%, Zemmour fait 7,2%. C'est quand même un score historiquement bas pour les Républicains. 5%, quelque part on met la clé sous la porte. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je vais vous dire ce qui s'est passé. L'électorat Pécresse a voté Macron dès le premier tour. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un vote utile en faveur d'Emmanuel Macron de la part de l'électorat traditionnel, de la bourgeoisie française qui votait RPR, UMP, et qui là s'est dit, de toute façon, les LR c'est mort, Pécresse c'est nul, je vote Macron dès le premier tour. Voilà quel enseignement nous pouvons tirer de ce score bas de Valérie Pécresse. Alors certes, elle n'a pas été bonne, certes, elle a même été ridicule en meeting, et pas mal de fois, je dirais même bizarre, en fait elle est bizarre même dans son affiche électorale, elle est étrange. Mais je dirais... Tout cela ne justifie pas un 5% quand tu as l'étiquette LR qui eh bien, fait autorité en général et qui correspond à un parti historique qui a gouverné en France pendant des années. C'est vraiment une chute. Bon, les communistes qui sont à 5%, d'accord, mais les communistes n'ont jamais été au pouvoir en France. Pécresse, c'est extrêmement basse parce que là, vraiment, le phénomène a commencé en 2017, mais là, il a abouti. L'électorat LR est devenu macroniste. Voilà. Donc il faut s'interroger là-dessus, je ne vais pas répondre à cette question ce soir, mais il faut se demander s'il est encore pertinent, lorsqu'on a un parti du camp national, eh bien de viser un électorat de bourgeoisie de droite. Voilà. C'est-à-dire l'électorat traditionnel des LR. C'est à réfléchir. Maintenant, les 5% qui restent chez LR, je crois, sont des républicains de droite convaincus, qui votent par habitude électorale pour Valérie. Bon, peut-être aussi quelques femmes qui n'aiment pas la rudesse d'Éric Zemmour, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que j'ai quand même bon espoir qu'une partie de ces 5% puisse voter pour Marine Le Pen. C'est peu, hein, 5%, mais puisse voter pour Marine Le Pen au second tour, parce que je crois que ceux qui sont restés accrochés au vote Pécresse, eh bien, étaient les moins mondialistes de l'électorat LR. Le reste, en fait, les 10% de plus que devraient faire normalement les LR sont partis dès le premier tour vers un vote Macron. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un enseignement, et je renvoie encore une fois à mon bouquin, là, je ne l'ai pas sur moi je crois, mais bon, peu importe, j'ai pas envie d'en faire la promotion ce soir, mais je le définis dans un chapitre entier. Pour moi, il y a vraiment
il faudrait le définir comme ça, je souhaite que ce soit exprimé comme ça, il y a un mondialisme de gauche et il y a un mondialisme de droite. Et les LR, en fait, sont des mondialistes de droite aujourd'hui. Ce sont des mondialistes, en réalité, qui ont simplement cette petite coloration bourgeoise, bobo de droite, et qui, lorsque leur candidat n'est pas assez performant, à l'image des écolos, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais j'avais vu des gens qui étaient interviewés, qui avaient une sensibilité écolo, mais qui disaient je vais voter Macron dès le premier tour parce que Jadot, il n'a aucune chance. Eh bien, vous avez une grande partie de l'électorat LR que la droite respecte beaucoup trop. Hein. Faut vraiment arrêter de respecter cet électorat. Il faut en chercher un autre ailleurs, j'en suis convaincu aujourd'hui. Eh bien, les gens se sont dit elle est mignonne, Pécresse, elle tient la boutique, mais soyons sérieux, quoi. Pour que le pays continue dans le bon sens, on va voter Macron dès le premier tour. Et voilà le score. Maintenant, pour passer à la deuxième partie de l'analyse, eh bien, je vais dire analyser. Je vais simplement dire un score que je trouve incroyable. Alors, c'est pas celui que vous imaginez. Il ne s'agit pas du score de Jean-Luc Mélenchon, parce que Mélenchon, finalement, c'est affreux de se dire qu'il y a 20% de gens d'électeurs qui soutiennent un parti dont le chef tient des propos antiracistes, anti-blancs, islamo-compatibles, et plus encore. C'est à vomir par terre, évidemment, j'ai pas les mots. Je pourrais faire un live entier pour expliquer à quel point ça me dégoûte. Mais mettons de côté, je dirais, cela ce soir et restons dans le domaine de l'analyse. Mélenchon, il faudra voir en nombre de voix combien ça fait. Combien de gens ont voté pour lui. Il y a simplement un peu plus de voix que la fois précédente. C'est-à-dire que la dynamique a continué un petit peu plus. Mais il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de réellement surprenant en fait. Évidemment, quand il y a eu tous ces moments où il s'est ridiculisé, quand il disait la République c'est moi, etc., où il a fait un peu le gogo à la télé. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand j'ai fait des analyses sur les débats Mélenchon-Zemmour, je vous disais toujours que Mélenchon était plus performant que Zemmour. Vous me disiez non, beaucoup de gens m'ont dit non, c'est pas vrai, en fait, il est trop agressif, les gens s'en rendent compte, etc., etc. Mais non, les gens qui ont une sensibilité, si tant est qu'on puisse appeler ça une sensibilité, les gens qui soutiennent l'extrême gauche, qui pensent que ce pays n'est pas encore assez ouvert à l'autre, n'est pas encore assez antifasciste, eh bien ces gens-là, quand Mélenchon traite Zemmour de chien, ils sont contents, ils applaudissent à deux mains. Voilà, c'est ça la réalité de la France. Bon, par ailleurs, Mélenchon a une vraie qualité, et, je veux dire, en tant que politique, il a une vraie qualité, une vraie prestation. Il est fort en meeting. Moi, ces meetings, je les ai regardés. Je me fais souffrir, mais bon, je regarde et je constate qu'il y a une énergie, il déploie une énergie considérable. Il y a une authenticité qui sort de son personnage. Je pense qu'il est authentiquement de gauche, je pense qu'il ne fait pas semblant. Et ça se perçoit, et les gens qui ont qui sont d'accord avec cette approche, eh bien, sont totalement séduits, j'irais même envoûtés par ses discours, notamment le dernier qu'il a fait était vraiment phénoménal, et je pèse mes mots. Mélenchon a également une qualité dont il faut s'inspirer, c'est celui de faire rêver la jeunesse. Alors il est fait rêver avec une bulle gauchiste, mais ce qu'il faut retenir, c'est le procédé. Dans ses discours, il y a une partie de l'approche de Mélenchon qui n'est pas politique, qui est de l'ordre de la philosophie, qui est de l'ordre de l'humain, de l'humanisme, qui est de l'ordre en fait du rêve. Voilà, il fait voyager, il donne un horizon, il donne l'illusion à son public, à ses jeunes électeurs, qu'il porte un projet de changement, une utopie, un monde nouveau et merveilleux dans lequel il serait génial de vivre. Eh bien, je sais que pour des nationalistes comme nous, ça paraît terrible parce qu'au contraire, ce monde est notre cauchemar. Mais pour les jeunes qui n'ont pas de logiciel racial dans leur analyse, voire même qui sont antiracistes, eh bien, le monde que présente Mélenchon et la manière qu'il a de le présenter, eh bien, c'est extrêmement motivant. Voilà, moi, j'ai vu à travers les commentaires une frénésie, un fanatisme autour de Jean-Luc Mélenchon, et ça, c'est vraiment lié à une manière de capter l'attention de la jeunesse que aucun autre candidat n'a en réalité. Bon, malgré tout, et encore une fois, et ça m'a amené à la vraie conclusion de ce live,
c'est abominable d'imaginer qu'il y a 20% de Français qui votent pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a dit en vidéo, et ces extraits, tout le monde les a vus, qui ne supportait pas de vivre entouré de blancs aux yeux bleus, que en gros la France ne serait rien sans les Arabes, qui est soutenu, qui a en son sein des gens qui sont tout simplement des non-blancs agressifs, voire tout simplement des islamo-gauchistes, quand c'est pas tout simplement des islamistes. Enfin, c'est absolument, enfin, c'est l'enfer sur Terre. Mais on va dire, pour en revenir à l'analyse électorale elle-même, bon, il était à 19 en 2017, il est à 20 aujourd'hui, c'est pas si surprenant. S'il n'y avait pas une division comment on appelle ça, du vote en fait, entre Marine et Zemmour, en fait, le camp patriote serait quand même au-dessus de Jean-Luc Mélenchon. Largement, on serait à 30 alors que Mélenchon est à 20. Bon, je ne dis pas ça pour le déplorer, parce que évidemment, si j'ai voté pour Zemmour, c'est que je pense que sa candidature était nécessaire. Mais il faut remettre les choses je veux dire, dans leur contexte. Il faut avoir une vue d'ensemble là-dessus. C'est impressionnant, Mélenchon à 20%, mais il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas eu Zemmour dans la campagne, Marine aurait quand même explosé, de bien plus encore. Voilà, donc ça c'est dit. Par contre, il y a un score que je trouve affolant, c'est les 3,3% de Jean Lassalle. Jean Lassalle fait 3,3%. Mais là, par contre, on touche à une analyse qui fait froid dans le dos sur la nullité intellectuelle des Français d'aujourd'hui. Jean Lassalle, il n'est pas de gauche, pas de droite. Jean Lassalle, c'est un amateur. Jean Lassalle est un abruti. Jean Lassalle est un idiot. Il y a 3,3% des électeurs qui ont voté pour Jean Lassalle, parce qu'ils aiment sa bonne bouille paysanne, et parce qu'il a un discours anti-système qui est mauvais. C'est-à-dire, tu prends Roussel ou Mélenchon, c'est clairement des ennemis, je les considère comme des ennemis, mais enfin, ce sont des pros de la politique. Il y a un discours, il y a un programme, il y a des stratégies, il y a des professionnels autour d'eux. Enfin, en gros, je comprends qu'ils puissent concourir à la présidentielle. Mais Lassalle ne devrait même pas être candidat, il ne devrait même pas avoir les 500 signatures. Je ne fais pas une fixette particulière sur lui, mais on pourrait faire un best-of Jean Lassalle de toutes les bêtises qu'il peut sortir à la zone. Je me souviens d'un discours qu'il avait fait à l'Assemblée, je crois, où il avait fait un discours pro-femme, mais d'une manière totalement enfantine. On aurait dit un mec qui concourait pour devenir Miss France ou Mister France. Enfin, c'était absolument ridicule. Et il y a 3% de voix, mais vous vous rendez compte, il a quasiment le score de Valérie Pécresse. Et ça en dit énormément sur plus que la naïveté, sur le rapport enfantin que beaucoup de Français ont envers la politique. Et ça, c'est déprimant. Et ça, effectivement, ça ne donne pas un grand espoir pour l'avenir. La deuxième partie que je vais aborder, et qui sera très courte, eh bien, c'est celle, en fait, de l'addition des voix de droite. Quand on additionne toutes les voix de droite, et qu'on part du principe que tous ceux qui ont voté Pécresse vont voter Marine. Tous ceux qui ont voté Zemmour vont voter Marine. Tous ceux qui ont voté Dupont-Aignan vont voter Marine. Quand on ajoute tout cela, je ne sais plus exactement, j'avais mis vraiment tous les candidats identifiés comme étant du centre droit ou de droite. On arrive à 38% seulement. On arrive seulement à 38%. Donc l'espoir, on va dire par exemple pour Marine Le Pen, serait qu'une moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon votent pour elle, et qu'il n'y ait pas trop de report de voix du côté on va dire, de tous les candidats communistes. On part sur du principe que ceux qui votaient Poutou vont s'abstenir, etc., etc. Et à mon avis, ils ne vont pas le faire, ils vont voter Macron. Donc, on se rend compte de quoi? C'est que l'addition des voix de droite est terrible, puisqu'elle nous amène à conclure que le peuple français n'est pas ou plus de droite en tout cas. Voilà, donc on ne peut pas en fait gagner. On ne peut pas gagner, et finalement, retour à la case départ. Retour à ce que j'ai dit et que je dis depuis 2016-2017, c'est que il n'y a pas d'avenir, c'est-à-dire d'obtention du pouvoir exécutif possible sur les 15 ou 20 prochaines années qui viennent. Et il faut réfléchir à d'autres stratégies, à d'autres méthodes, pour faire
proliférer nos idées, et nous pour avoir une vie qui soit la moins désagréable ou même la plus belle possible. C'est pourquoi je prône plus que jamais l'expatriation, comme je le fais depuis, je crois, depuis que Chavelos en fait s'était lancé à l'époque. Je ne fais que parler d'expatriation, je l'ai moi-même pratiqué, je l'ai faite, je me suis évadé de ce pays. Et aujourd'hui, c'est pas un discours défaitiste, beaucoup, c'est un discours réaliste. Je suis réaliste quand je vous dis que Zemmour, en tenant compte de la radicalité de son propos, fait un score assez très bon, très très bon, pas tonitruant, mais très bon, que selon moi, s'il n'y avait pas eu l'erreur sur le dossier ukrainien, on faisait largement plus de 10%. Donc, parmi l'électorat de droite, on a un gros tiers, voire plus, presque la moitié en fait, qui est d'accord pour aborder un thème aussi récent et explosif que la remigration. Mais cet électorat, si on compare à l'ensemble des Français, ne représente que 35 à 40% des électeurs. Voilà. Donc, je vous le dis, la meilleure expression que je peux vous donner, c'est retour à la case départ. Retour au lendemain, je dirais, de la défaite de Marine en 2017. D'ailleurs, je crois que j'avais fait cette vidéo le soir du premier tour, en 2017. Donc, on est revenu vraiment en retour à la case départ. On est le soir du premier tour encore en 2022. Et je vous disais, c'est flingué. Pour des raisons c'est multifactorielles. Le nombre d'immigrés, un gauchisme endémique, une propagande de fous, des gens qui sont abétis, des jeunes de moins de 25 ans qui sont absolument débiles. Voilà, il y a vraiment une débilité que je constate à travers les commentaires, mais je parle vraiment d'une débilité. Encore quelques jours, là, je me garais dans une rue, en France, et j'entends parler derrière moi, et j'entends parler vraiment comme des racailles. Un truc hyper agressif, ouais, je te jure, frère, ta mère, machin, bidule. Voilà, j'étais là, en réflexe de blanc bien éduqué et expérimenté, je dirais, pour le pire et pour le meilleur dans ma vie en France, qui a de l'expérience de la vie en France. Je me suis dit, maghrébin hostile, attention. Donc, je ferme ma portière, ce à quoi je tiens, je le mets près de mon corps, et je me retourne, c'était 3 blancs. Voilà. C'était 3 blancs, et c'est pas la première fois que ça m'arrive en plus. À leur tête, j'ai vu sociologiquement, c'était même pas des pauvres, c'était pas des blancs de banlieue, c'était des blancs, bobos en fait. C'est des blancs bobos, c'est du genre à écouter Booba, mais qui en fait ont un patrimoine qui leur est légué par papa-maman. Donc l'idiocratie dans ce pays, c'est une réalité en fait. C'est pas ça va arriver, c'est en cours. Donc c'est extrêmement dur de faire passer des idées intelligentes, profondes, nuancées. C'est pour ça que lorsqu'on établit une stratégie électorale, elle doit être la plus simple possible. Et bien pour faire avec ce matériel humain. Donc ce constat que je faisais déjà en 2017, il ne fait qu'empirer. À chaque fois que je reviens en France, ça me saute aux yeux. Donc je le répète encore une fois, lorsqu'on milite en faveur d'Éric Zemmour, lorsqu'on met un pied dans la politique, en réalité c'est pour faire de la métapolitique. C'est ça le seul objectif. On ne fait pas ça, j'aime pas cette expression, c'est pas qu'on ne le fait pas pour gagner, on a toujours ce petit espoir, abstention de fous, attentats qui ont lieu quelques semaines avant les élections, peuple qui d'un coup se réveille de son endormissement, bon voilà, on a toujours de l'espoir, c'est un peu comme quand vous êtes malade en phase terminale, vous dites, bon merde, on sait jamais, peut-être je vais encore tenir 2 mois, peut-être qu'un remède miracle va me sauver, peut-être que Dieu va me sauver, je ne sais pas. Donc quand on milite, on ne milite jamais en se disant, bon, enfin, on va perdre. Mais malgré tout, l'état d'esprit qu'il faut avoir si certains d'entre vous continuent de reste à Reconquête ou même arrivent dans ce parti, puisque la bonne nouvelle c'est que Zemmour a dit qu'il continuerait son combat politique, j'en suis le premier satisfait. Eh bien, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est se dire, le but c'est de faire le plus de bruit pour que nos idées pénètrent dans l'esprit d'un maximum de Français et qu'un jour, à le moyen ou long terme, ces idées-là deviennent majoritaires, au moins, même si en tant que blancs nous ne sommes plus majoritaires dans le pays, deviennent majoritaires chez les Français de souche et chez les Européens d'origine. Donc c'est pas du billard à 5 bandes, c'est simplement, il faut prendre en compte que la droite dans ce pays fait 40% et la gauche et ceux qui votent pour elle
les immigrés qu'on sait, font 60%, grosso modo. C'est ça. On annonce ce soir Marine Le Pen à 49%. Je voudrais bien savoir où sont exactement ces 49%. On va voir. C'est super. Et moi, je voterai pour Marine Le Pen. Je suis la consigne du chef. Je suis la consigne de Zemmour. De toute façon, je m'apprêtais à le faire parce que, pour moi, le deuxième tour, c'est toujours le choix du moins mauvais. Je l'ai expliqué aujourd'hui sur le canal. Je n'ai rien de plus à dire là-dessus. Mais si on fait un simple ajout des voix, on est quand même plus autour de 40-45 que de 50. Voilà. Encore une fois, comme pour Zemmour, j'espère me tromper, mais je ne pense pas me tromper. Je ne pense pas que Marine Le Pen sera élue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voter pour elle, parce qu'une élection, et surtout au deuxième tour, c'est aussi un sondage. Il faut le voir comme un sondage. Est-ce que vous êtes contre le système? Est-ce que vous êtes contre le remplacisme macronien? Vous êtes contre? Vous votez Marine Le Pen. Marine Le Pen, ça pourrait être une chèvre, ça pourrait être en fait n'importe quoi en fait. Mais Marine Le Pen, c'est une personne qui n'a jamais eu le pouvoir et qui est en face d'une autre personne et d'une entité, je dirais, qui a le pouvoir depuis 40-50 ans. C'est pour ça que voilà, je suis un peu sauté à la question du vote du second tour. Moi, je voterai pour Marine Le Pen. D'ailleurs, je vais faire un sondage sur le canal tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Mais là, si on additionne les voix de droite, on est autour de 40, alors que le centre mondialiste, la Macronie et la gauche sont à 60. Alors, pourquoi milite-t-on? Non pas pour rien. On milite pour faire avancer des idées à pas de tortue, mais quand même, dans l'espace public, à la télévision, à travers des porte-paroles comme Éric Zemmour, pour aussi faire du communautarisme, parce que militer, pousser derrière un parti, s'engager, eh bien c'est aussi rencontrer des personnes qui pensent comme vous, et c'est essentiel, c'est la base même de ce que je dirais de ce que je prône depuis maintenant presque 6 ans, c'est-à-dire l'idée que si on ne peut pas empêcher la France de se créoliser et de devenir une autre France, une alter-France, eh bien on peut en revanche essayer de créer du lien pour que cette mise en minorité ethnique soit la plus vivable possible pour nous, et qu'elle, dans certains cas, qu'elle aboutisse même à des projets d'expatriation vers des pays qui, eux, sont restés européens, qui ont vocation à le rester, et qu'on peut aider par notre présence et par notre propagande, on pourrait le dire comme ça, en tout cas encore c'est un mot qui est trop connoté par notre amour en fait. Voilà, je vous dis, par exemple, j'envisage très clairement de prendre la nationalité roumaine, bien pour voter pour les partis de droite en Roumanie qui veulent le moins d'immigration possible, pour que la Roumanie reste ce paradis blanc dans lequel j'adore vivre. Voilà. Donc c'est à ça que sert l'engagement politique. C'est pas du tout inutile, mais simplement quand on met un pied là-dedans, il faut savoir qu'on ne joue pas en fait la gagne électorale, que si elle y arrive un peu, c'est un concours de circonstances heureuses, c'est un peu comme la phrase de Michel Blanc, vous savez, dans Les bons et fonds du ski, sur un malentendu ça peut passer, mais c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est année après année, avec une extrême lenteur, de faire que des idées qui étaient marginales encore il y a 5-10 ans, eh bien, elles le soient de moins en moins, puis de moins en moins encore, puis plus du tout, puis un jour soit même tenu, c'est ça en fait qui va se passer, je vous le dis, dans le premier épisode de Super Daily Life, je l'ai dit, pour moi c'est ce qui va passer, c'est qu'à un moment donné, ce que dit Zemmour aujourd'hui, eh bien la gauche ou le centre le dira dans 15 ou 20 ans, c'est vraiment ce que je crois, parce que tout sera devenu invivable, et d'ailleurs vraiment, dans le discours d'aujourd'hui, Zemmour a bien prévu la suite, hein. Quand il parle de vote pionnier, ça me parle, et je pense que ça vous parle aussi. On a simplement de l'avance sur ce qui ensuite sera mainstream. Et aussi, donc je le répète, c'est parce que c'est important, être dans ces partis-là qui font campagne, qui mettent en avant des jeunes comme Rigaud ou comme d'autres pour la campagne 2027, qui ensuite vont exploser, qui ont autour d'eux un noyau de personnes qui pensent sur des sujets essentiels, qui pensent à peu près comme nous, voire totalement comme nous. Et en fait, tout ce petit monde, lorsqu'on participe, je dirais, à ce voyage, eh bien, ça crée des amitiés, ça crée du lien. Ce lien ensuite dépasse le cadre personnel, le cadre amical, et peut devenir un lien professionnel, peut devenir en fait tout simplement ce que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire au fond un réseau de droite. Voilà, les Braves c'est un réseau de droite bien particulier, européaniste, mais moi ça ne me dérangerait pas d'être inclus dans un réseau plus global de patriotes, un réseau de droite qui facilite en fait la vie dans un Occident remplacé. Donc encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne joue pas la gagne qu'il est inutile
de voter, qu'il est inutile de se présenter, qu'il est inutile de pousser et de soutenir des partis comme celui de Reconquête. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose, mais j'insiste pas là-dessus parce qu'on aura le temps de le faire après l'élection. Il est très important de rester mobilisé pour les législatives parce que, si je ne me trompe pas, c'est au-dessus de 5%. Si Reconquête fait plus de 5%, eh bien, elle perçoit sa campagne remboursée, elle perçoit des financements qui lui permettent ensuite, je crois que c'est quelque chose comme 2 millions d'euros par an, hein, qui lui permettent tout simplement de continuer l'effort, de salarier des gens qui vont rester dans le parti, des cadres, et qui peuvent ensuite faire campagne pour la prochaine présidentielle en 2027. Donc je reviendrai plus précisément sur cette nécessité, mais ne vous dites pas franchement si Zemmour fait 7 alors aux législatives alors il va faire 2, c'est même pas la peine que j'y aille. Non, le but c'est plus de faire gagner Zemmour, le but c'est de faire que ces idées continuent d'exister dans le débat public, à la télévision, en prime time, le plus souvent possible pendant encore 5 ans. Pour ça, Reconquête doit avoir du pognon, il doit avoir des fonds, d'accord ? Et pour avoir des fonds, il y a des scores à dépasser aux différentes élections. Pour les législatives, de mémoire, c'est 5%. Il faut absolument faire. Il faut tout faire pour qu'on fasse plus, afin justement que les financements continuent d'arriver, que le flot d'argent qui permet à un parti d'exister, on le sait, soit ininterrompu. Voilà. Donc pour résumer la chose, je vais essayer de prendre quelques questions, même si je suis à moitié aveugle là, à cause de mon spot. En fait, c'est le spot de ma caméra, je n'avais pas mes lights, et c'est en train de... J'ai une dégénérescence de la macula, mais à vitesse exagérée. Pour résumer, le score de Zemmour est en deçà de ce qu'on souhaitait, mais il est loin d'être mauvais, et il aurait été bien meilleur, le double, en fait il aurait fait le double, s'il avait mis de côté, je dirais, son orgueil et sa pensée profonde, parce que parfois, c'est ça qu'il devrait apprendre. Il a dit ce soir qu'il voulait continuer à présenter une candidature pour être président, pour la prochaine élection. C'est très bien, mais il faut prendre ça très très au sérieux. C'est-à-dire que si on veut vraiment être président, il y a des choses qu'il faut vraiment faire, d'autres qu'il faut vraiment ne plus faire. Donc par exemple, donner son avis crûment, quand il est fortement impopulaire, et que cet avis en lui-même est un incapacitant électoral. Bon, s'il y avait eu cette erreur, cette grosse erreur à la fin février, avec le refus d'accueil des réfugiés ukrainiens et tout ce qui l'implique, Zemmour aurait fait, j'en suis persuadé, entre 14 et 16%. C'est un très bon score. C'est ça qu'il faut retenir, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. C'est d'ailleurs pour ça, et Zemmour le sait pertinemment, c'est pour ça que Zemmour continue. Si Zemmour pensait vraiment que sa limite et son plafond de verre c'était 7%, il n'aurait pas dit qu'il allait continuer la politique, ça j'en suis sûr. Alors après, on verra, 5 ans c'est long, il peut peut-être estimer à mi-chemin qu'il est trop fatigué, ou que, je sais pas, Marion est meilleur que lui, etc. On verra à ce moment-là. Mais s'il continue, c'est qu'il sait au fond de lui, et d'ailleurs, il l'a dit dans son discours, hein. Vous savez, il suffit d'écouter les gens. Il l'a dit dans son discours. Il sait que c'est en partie de sa faute. Et ça n'enlève rien à tout le bien qu'il nous a fait et toute l'estime et l'admiration que j'ai pour lui. Mais s'il se pensait vraiment à 7, il ne remettrait pas le couvert pour 2027. Il sait que s'il n'avait pas fait ça, il serait autour de 14 et 15, voire plus. Parce que je l'ai dit, parce qu'encore une fois, les électeurs, et j'en ai rencontré plein récemment, qui auraient voté Zemmour il y a 3 semaines, au dernier moment ne l'ont pas fait, terrifiés à l'idée que Mélenchon soit devant Marine Le Pen et que ni Marine ni Zemmour ne soient au second tour. Donc si vraiment il y avait un statu quo, on va dire jusqu'à la fin mars, entre Marine et Zemmour, il aurait suffi de 2-3 vidéos, peut-être même d'un débat que Marine aurait accepté, par crainte de ne pas être au deuxième tour justement, entre les deux candidats, et à ce moment-là, Zemmour aurait pu s'envoler. Il aurait pu se passer l'effet contraire. Voilà. Ah, finalement, je vote Zemmour plutôt que Marine. Et d'ailleurs, rappelez-vous ce qu'a dit Marine, hein, je n'accepte le débat qu'avec des gens qui sont à un bon niveau électoral. Mais quand a-t-elle dit ça? Quand Zemmour était à 13% et qu'elle était à 17%. Voilà, elle avait 4 points d'avance pour appuyer cette théorie à la con, et évidemment, elle a fait pour elle ce qui était le mieux de ce point de vue-là. Donc je me perds parce que un résumé est censé être synthétique. Le score de Zemmour n'est pas nul, et dans quelques jours, vous verrez que vous serez d'accord, je pense, avec cette
se fait, considérant que dans les 23,3% de marine, on a énormément de zémoristes qui ont pratiqué le vote utile. En revanche, l'addition de tous les votes de droite est consternant et en dit long sur un pays qui globalement dans lequel en fait nos opinions ne sont pas majoritaires. Voilà. La droite n'a pas gagné la bataille des idées, sinon elle gagnerait l'élection présidentielle, tout simplement. Grosso modo, on a un tiers d'électeurs, un tiers sur le total, qui veulent sauver la France, qui veulent que le cauchemar s'arrête. Et les deux autres tiers, pour des raisons très différentes, mais qui reviennent finalement à le résultat est le même, sont hostiles, non seulement ne votent pas pour nous, mais sont hostiles même à nos idées et à l'idée et au principe que le grand emplacement doit être enrayé. Et ça, c'est un énorme problème. C'est pour ça que j'ai décidé avec ma famille d'aller habiter en Roumanie. Parce que même si les autres peuples d'Europe ont leurs défauts, même si sur plein d'autres points, la France reste supérieure, largement, et j'ai aucun problème à le dire, et bien sur cette lucidité sur la transformation d'un pays et ce qu'il implique historiquement, sur la gravité de ce remplacement en fait, de population, il y a une débilité et même un masochisme que ne partagent pas d'autres peuples d'Europe. Voilà, moi je suis pas masochiste, moi je suis en quête de bonheur, moi je veux que mes enfants soient heureux, moi je veux construire un projet positif. Et c'est pour ça que je me suis barré et j'en suis très content. Et quand je vois le score que fait la droite aujourd'hui, donc la droite, tout ajouté, quand on ajoute les voix de tous les candidats de droite, quand je vois qu'un Mélenchon fait 20%, quand je vois que Jean Lassalle fait 3,3%, alors que c'est un abruti, voilà, j'insiste encore une fois, c'est quelqu'un dont le programme est digne d'un enfant de 4 ans, voilà, et ben, je sais que ce n'est jamais agréable à dire parce que c'est mon peuple, voilà, et c'est aussi le pays qui m'a vu naître. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays. Voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce pays. Un Zemmour dans bien d'autres pays européens. Alors, je parle même pas de Marine Le Pen. Il y a plein d'autres pays européens. Marine Le Pen et le Front National auraient été élus depuis 20 ans déjà. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans ce peuple. Et le dire, c'est pas cracher sur les Français, c'est pas faire du masochisme de droite pour le coup. C'est être réaliste. Et c'est ce réalisme qui permet de prendre un peu de recul face à la réalité et se dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être une poule qui tape contre un grillage. Ils ne le veulent pas, en fait. Ils ne veulent pas. Les Français sont devenus mondialistes, majoritairement. Il y a quand même 35-40% de gens qui sont contre. Mais en majorité, les Français, la gauche, les boomers plus les immigrés, et les abstentionnistes que je mets dans le lot, qui pour moi, en fait, font partie du problème. Voilà. Pour moi, il y a un problème mental dans l'abstentionnisme. Il y a quelque chose de profond qui ne va pas. Il y a un rapport à la réalité qui est trouble dans l'abstentionnisme. Ne pas comprendre quand il y a urgence, on ne peut pas s'abstenir. On choisit le moins mauvais, c'est tout. Ça va tout simplement. Il n'y a tout simplement rien d'autre à dire de ce point de vue-là. Tous ces gens-là, en fait, nous empêchent de faire le nécessaire pour que la France soit sauvée. Eh bien, il faut en prendre compte. Si, pour plein de raisons, vous souhaitez rester en France, vous devez vous mettre en sécurité dans des villes, dans les villes les moins remplacées possibles. Si ce n'est pas possible, ou si ce n'est pas votre désir, vous devez, par l'argent, par la réussite sociale, par l'ascension sociale, par le travail, par l'énergie du désespoir, vous devez réussir à vous créer une situation où vous êtes le moins en danger possible et vos enfants sont en sécurité et peuvent se créer des possibles lorsqu'ils arriveront à l'adolescence et à l'âge adulte. Et quant aux autres, eh bien, ceux qui en ont l'envie, l'énergie et qui croient en mes propos, eh bien, barrez-vous de cet enfer, barrez-vous plus que jamais. Ça fait 6 ans que je vous le dis. J'avais un peu arrêté ce discours pendant la campagne puisqu'on était dans la campagne, mais je vous en conjure, pour vous, ne pensez même pas à la race blanche. Pensez à vous, pensez à vos vies. Partez de cet enfer. Vous ne savez même pas quel bonheur vous attend dans des pays qui sont restés européens. Vous ne pouvez même pas le concevoir tant que vous ne l'avez pas expérimenté sur plusieurs mois. Et vous, ce qui est génial en plus, c'est que vous ne perdez pas vos droits civiques. Vous pouvez tout à fait partir et continuer de voter, continuer de militer, même diffuser la parole de Reconquête à l'étranger. Vous pouvez faire ça. Quelle que soit la manière et la décision que vous avez prise par rapport à votre avenir, sachez que on ne peut pas inventer des électeurs qui n'existent pas. Et ça fait plusieurs élections, on
pourrais faire un total sur les 3 dernières élections, qu'on est amené à conclure que tout simplement, la droite, les voix de droite additionnées, font moins que les voix de gauche. C'est tout. Ça s'arrête là. L'analyse s'arrête là. Donc, encore une fois, je voterai en accord avec ce qu'a demandé notre chef. Politiquement, c'est notre chef. Je suis peut-être le chef des braves, mais Zemmour est le chef du parti politique que je soutiens. Il me dit de voter Marine Le Pen, je voterai Marine Le Pen. Je vous invite à faire la même chose sans insister, parce que je sais que certains d'entre vous sont extrêmement hostiles à Marine Le Pen, et puis parce qu'on ne va pas créer une opposition, on ne va pas encore créer un clash dans la dissidence, on a déjà bien assez de souffrance comme ça, tout simplement parce que Marine et le Front, le RN n'a jamais été au pouvoir. Si, comme certains le pensent à droite, ce parti est totalement incompétent, eh bien nous en aurons la preuve, et il faut peut-être passer par cette étape pour que les Français considèrent une option plus dure, osons le mot, plus authentique, tout simplement plus en phase avec ce que nous croyons être bon pour la France, c'est-à-dire Reconquête. Parce que c'est toujours pareil, Macron ne pourra pas se présenter en 2027, mais si Marine échoue de peu, elle va probablement se représenter, et à ce moment-là, les Français, là pour le coup, elle aura vraiment une chance en 2027. Les Français vont se dire, bon allez, ça fait 10 élections qu'on tente pas les Le Pen, on va essayer cette fois. Donc finalement, si je dirais par zébourisme, quand on pense que Reconquête est un parti qui a plus de potentiel que le RN, eh bien pour s'en donner le cœur net, il faut voir un RN au pouvoir. Il faut voir ses limites. Il faut donner cette chance-là. Parce que qu'est-ce qu'on a à y perdre? Si le RN arrive au pouvoir et que finalement Marine se révèle un peu plus musclée que ce qu'on pensait sur les questions qui comptent, on sera les premiers contents. Bravo Marine, bravo la France. Tant mieux pour les Français. Un espoir renaît. Donc on ne regrettera pas à ce moment-là d'avoir voté pour elle. Et si on vote pour elle et qu'elle est nulle, eh bien au moins les Français le sauront. Et moi je ne suis pas Thomas Ferrier, j'ai fait une émission avec Thomas Ferrier il y a quelques jours, je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Je pense que Marine Le Pen, si elle est mauvaise, ne va pas enterrer la droite nationale. Elle va se disqualifier et enfin, je dirais, exploser le RN en plein vol, en montrant qu'effectivement, ses critiques avaient raison. Ça n'a pas changé le pays en bien, ça a peut-être même été pire, on verra bien. Et finalement, on retombera sur Éric Zemmour, qui a fait une critique du RN tout à fait légitime, et qui dit c'est un parti qui probablement ne gouvernera jamais, et de toute façon, en gros, Marine n'est pas compétente. Eh bien, en le voyant, dans l'hypothèse où Marine serait élue cette année, eh bien, forcément, l'espoir suivant, eh bien, c'est quelque chose de plus à droite encore, et c'est un homme qui est issu d'une tradition politique type RPR, type droite républicaine en fait, parce que aujourd'hui la nazification du personnage de Zemmour, auquel les médias participent, ainsi que son soutien à la Russie, qui pour moi est très indélicat, en fait a fait oublier momentanément que Zemmour en réalité vient d'une famille politique qui est dans l'arc républicain. Et en fait, il y a une dose de professionnalisme qui est plus grande que dans le RN, quand on voit les campagnes cantonales, on voit ils n'ont pas assez de candidats, alors ils mettent des Michelin qui sont qui ont vécu à la campagne toute leur vie, qui ne savent même pas aligner 3 mots en français. Bon, toutes ces choses-là font qu'on se dit merde, le RN au pouvoir, est-ce que ça va vraiment matcher? En fait, on ne sait pas, il suffit vous savez, il n'y a pas besoin de 500 personnes compétentes pour diriger un parti. Un noyau dur de 10-15 personnes peuvent suffire. Et on a eu des choses tellement catastrophiques, rappelez-vous de la présidence du mandat de Hollande, c'était affreux en termes de représentation, c'était affreux en termes de contenu. Rappelez-vous des premiers mois de Macron, lorsqu'il a mis en avant tous ces gens qui faisaient partie de la République en marche et qui n'étaient pas des politiciens professionnels. Alors c'était des cadres, d'accord, mais parfois certains étaient d'une inculture crasse, disaient n'importe quoi, ne savaient pas se tenir sur un plateau de télévision. Donc, je veux dire, moi je m'inscris contre l'idée que le RN, ce sont des enfants de cœur, alors que les autres, même s'ils sont des ennemis, sont des gens très très sérieux. On le verra simplement si Marine obtient le pouvoir. Et le meilleur moyen de la discréditer, eh bien, c'est de lui dire maintenant vous avez les clés de l'Élysée, voyons ce que vous pouvez faire. Encore une fois, je le répète, il n'y a rien à perdre. Si elle nous surprend en bien, on sera content d'avoir voté pour elle.
Et si donc pas elle s'écroule, mais qu'elle fait une présidence finalement qui ne change rien à la France, eh bien on saura que le vrai changement, c'est Zemmour et Reconquête. C'est pour ça que rationnellement, il me semble intéressant de voter pour Marine, surtout, sans parler du fait que c'est aussi une élection est aussi un sondage grandeur nature et permet de savoir, voilà, encore une fois, au deuxième tour, combien de Français sont contre la continuation du grand remplacement, combien sont contre en fait le wokisme, le mondialisme, combien sont inquiétés au moins par ces questions. On le saura dans 2 semaines. On aurait préféré que ça soit face à Zemmour. Ce grand débat finalement n'aura pas lieu. Je continuerai de commenter avec un peu moins de ferveur et d'enthousiasme, c'est sûr, l'élection jusqu'au bout, probablement en faisant un live, voilà, le jour du débat entre Le Pen et Macron, si ça a lieu. Ah, c'est sûr que ça fait mal au cul. Hein. Imaginez qu'il va à nouveau y avoir un débat. J'avoue que je suis pas spécialement... je trouve pas ça spécialement chouette. Des perspectives plus amusantes, mais on fait avec la réalité telle qu'elle est. Alors à présent, je vais regarder s'il y a des questions de votre côté. Voilà, si on va faire 15 minutes de questions. J'avoue que je suis assez fatigué, même moralement, comme vous tous. Je crois avoir dit tout ce que je pensais d'important. Voilà. Alors attendez, si mon portable ne fonctionne pas, ça va être un problème, ça. Alors je vous demande 1 minute. Pourquoi ça ne marche pas, quoi? Ouais, confirmé. Ok. Ah voilà. Ouh là là, 516 commentaires. Je ne vais pas tous les lire. Je vous demande une petite minute, il y a un bug, là je sais pas d'où ça vient. Je crois qu'il y a juste trop de commentaires en fait. Mais va au bout! Il y a trop de commentaires. Ah voilà, on y arrive. Antonin, Mélenchon va-t-il repasser devant Marine? Quand? Je ne comprends pas. Mélenchon est à 20, Marine est à 23. Tu veux dire demain matin avec l'évolution des scores? Non, je ne crois pas. Ou alors je n'ai pas compris ta question. Ah d'accord, Mélenchon est en train de monter, c'est ça pendant qu'on parle, les scrutins sont en train d'être, les bulletins sont en train d'être défaits et Mélenchon est en train de passer devant Marine. Bon, on va la voir. Ah d'accord. Génial, j'ai fait une analyse pendant 2 heures et finalement vous me dites que Mélenchon est sur le point peut-être de passer au deuxième tour. On verra, mais c'est quand même étonnant parce que c'est quand même étonnant que les médias aient annoncé un deuxième tour Marine-Macron et que ça change au cours de la nuit. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est jamais arrivé jusqu'à présent. On va voir. Mélenchon 22,2, Marine 23. Bon, ça fait encore 0,8 en faveur de Marine Le Pen. Mais alors Mélenchon était encore plus haut que ce qu'on croyait. Alors là, c'est incroyable. Peut-être que Marine va se faire doubler sur la photo finish par Mélenchon. Bon, finalement, ça, quelque part, ça va encore plus dans le sens de mon deuxième point, quoi. Sauvez-vous, fuyez, pauvres fous, fuyez de ce pays. Voilà, c'est une catastrophe. Il faut, si on additionne les voix, en admettant là que Marine soit devant mais fasse moins que le score annoncé à 20h, tandis que Mélenchon remonte, il y a encore moins de voix en fait finalement pour la droite. C'est vraiment une cata, quoi. Alors je lis vos autres questions. MLP en 2027, va-t-elle vraiment oser se représenter? Alors là, si par exemple Mélenchon, au finish demain matin, passe devant Marine, là non, je pense qu'elle ne se présentera pas, parce que ce sera un recul. Là, si elle passe et qu'elle fait 40, 45 ou plus au deuxième tour, eh bien, elle peut dire je continue, parce que la dynamique est ascendante. Si elle est derrière Mélenchon, je pense qu'elle ne se présentera pas. Donc moi, je vous dis pourquoi je prends ça avec calme, avec philosophie, parce que je m'en fous vraiment en fait. Je m'en fous vraiment, c'est-à-dire je sais que Marine ne sera pas élue. Alors, dire c'est paradoxal, tu sais qu'elle sera pas élue, mais tu vas voter pour elle. Je vais voter pour elle au cas où, mais si j'écoute ma raison et je fais des calculs, des additions simples, je vois qu'il n'y a pas le compte. Voilà, elle ne peut pas gagner au deuxième tour. Donc simplement, voilà, je préfère qu'un camp national soit à 47-48, c'est une meilleure dynamique pour l'ensemble du camp patriote. Mais si tel n'est pas le cas, et si Mélenchon se
si Mélenchon passe devant Marine, et bien quelque part, tant mieux pour Zemmour. Puisque Zemmour continue, veut rester en place et se retenter sa chance avec Reconquête en 2027. Alors là, si le RN n'est pas au second tour, eh bien, l'argument est tout trouvé, je dirais, pour continuer le combat. Et même, la question se posera peut-être dans l'ère pré-Marine. Tant que Marine est là, c'est pas possible. Mais mettons, je sais pas, qu'elle cède le parti à Jordan Bardella, je crois pas, hein, mais si ça arrive, oui, bah là, une association entre Bardella et Zemmour, pour faire un gros parti, c'est ça en fait qu'on peut espérer. C'est ça que je souhaite pour 2027. Je souhaite qu'il n'y ait qu'un seul parti du camp national. Qu'un seul parti dit d'extrême droite. Voilà. Qui regroupe tous les bons éléments de Marine. Si Mélenchon passe devant, historiquement, c'est pas un drame pour nous, parce que pour moi, il ne peut pas gagner l'élection au deuxième tour. Donc le pire est évité. Et ça permet vraiment allez, on va dire le camp national de se remettre en question et peut-être d'opter pour une stratégie de regroupement et de travail en commun, voilà, pour prendre sa revanche en 2027. Alors, Mélenchon ne passera pas, voilà. Au secours, pas Mélenchon. C'est arrivé avec Trump-Biden, oui, effectivement. Mais en général, vous savez, ce qui est annoncé le soir du 20h reste le résultat définitif. Je crois que c'est pour l'élection de Bush-Al Gore. Il y avait eu effectivement, Al Gore avait été présenté victorieux pendant un petit moment. Et ensuite, ça avait été Bush. Mais c'est assez rare quand même. Alors, bonjour Daniel. Si Marine Le Pen est élue et très mauvaise, ça n'enterre pas le camp national pour 20 ans. J'ai répondu à cette question il y a quelques minutes. Alors peut-être que ta question n'est pas actuelle. Pierre de Sedan-Denis, il faut regarder les résultats du ministère de l'Intérieur. Marine est largement devant. Oui, je crois quand même que quand on annonce à 20h Mélenchon à 20 et Marine à 24,8, même s'il peut y avoir des ajustements, on ne perd pas 4 points comme ça, quoi. Voilà. Alors j'ai pas vu par contre si Marine Le Pen s'est exprimée ce soir. On va voir ce qu'elle dit. Mais vraiment, j'ai été surpris par la fermeté, enfin la simplicité avec laquelle Zemmour a dit. En gros, en fait, il a dit la chose comme je l'avais rêvé, quoi. Parce que je pense aux intérêts supérieurs de la France et parce que Macron a fait rentrer 2 millions d'immigrés. J'appelle à voter Marine Le Pen. Il n'a pas dit une chiasse genre j'appelle à voter contre Macron ou mes électeurs feront ce qu'ils veulent. J'appelle à voter Marine Le Pen. On voit vraiment là, alors qu'il ne l'aime pas, et qu'il la considère comme incompétente et qu'il a lutté contre elle sincèrement et qu'il n'a rien à gagner. Marine Le Pen ne va pas lui donner un ministère si elle gagne. Je trouve là qu'on voit il y a une grandeur là-dedans et je voudrais vraiment insister là-dessus, quoi. Daniel, je t'ai envoyé en privé 2 white pills que j'ai écrites dans le chat pendant le live. Peut-être que tu pourras réagir. Ok, mais pas maintenant, je pense. Il y a trop de commentaires là. Mais je vais regarder. 2 millions de voix d'écart, a priori, entre Mélenchon et Marine Le Pen, mais c'est beaucoup. Ok. Daniel, ne penses-tu pas qu'une bonne nouvelle est que Mélenchon ne trouvera probablement pas de successeur aussi bon que lui? Oui, je pense que le parti La France Insoumise, je crois qu'ils n'avaient pas ce nom là pendant la campagne, c'est un parti qui tient avec un candidat. Et tout autre candidat que Mélenchon fera moins que lui. Voilà. Mélenchon est là depuis longtemps, ça y est, il y a les habitudes électorales. Et les habitudes aussi, on s'habitue à avoir une gueule. Mélenchon fait partie du paysage politique, ça fait 20 ans qu'on voit sa gueule. Bon, pour trouver un type aussi charismatique, aussi vénère, aussi doué en fait, hein, je sais que c'est jamais très agréable de dire du bien de ses ennemis, mais oui, je pense qu'un Corbière n'aurait pas fait 20%. Largement, il aurait fait 13-14. Mais vous savez ce qui est incroyable? Moi j'ai envie de dire ce soir, merci à Roussel, le candidat communiste, combien il fait là? On va regarder ça vite fait. On va voir qu'il fait pas tant que ça, hein. Mais aussi Roussel fait. Non. Ouais, Roussel fait 3%. Bon, il n'y aurait pas eu Roussel, est-ce que ce serait allé vers Mélenchon? Probablement. Et là pour le coup, Mélenchon était vraiment très haut, quoi. Encore une fois, d'un point de vue politique et sur une stratégie à long terme pour 2027-2032, Mélenchon qui passe devant le RN, c'est une claque, c'est une remise en question de Marine par son propre camp. Pour nous, c'est intéressant, mais alors,
quelle horreur pour la France, effectivement. Ouais. Comment Zemmour compte changer de ligne pour 2027? Peut-être en lisant mon bouquin, je le souhaite. Il sera entre ses mains, ça je peux vous le garantir. Marine va perdre, quid du FN? Je ne sais pas. Ça dépend à quelle hauteur elle perd, ça dépend aussi de sa vraie volonté en fait. Hein. Mais là, bon, je trouve, j'aime bien Bardella, mais je trouve trop tendre pour reprendre le parti. Et les autres cadres, je sais pas, par exemple, comment s'appelle-t-il? Des fois j'oublie les noms, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Le mec à l'accent marseillais là, qui a rejoint Zemmour, qui était au RN, c'est incroyable. Voilà, les cadres sont partis et donc je vois pas à qui elle peut donner la main. C'est ça qui m'inquiète un peu en fait. Marion plus Jordan en 2027. Oui, mais avec Reconquête, j'espère. Je lis vos commentaires en fait là. Ah, c'est sympa Telegram, hein. Ça marche bien les lives sur Telegram. Restez sur le canal. On, on va faire pas mal de streams comme ça. Quelle est la tendance politique majoritaire en Roumanie? Alors c'est un centrisme, mais qui est un centrisme qui n'est pas immigrationniste. C'est un... Je tente un truc. C'est un espèce de Giscard d'Estaing, le président actuel, qui d'ailleurs n'est pas ethniquement roumain, en fait c'est un Allemand. Hein. Ça c'est le pouvoir actuel, mais on ne sait pas s'il va rester longtemps au pouvoir. En revanche, il y a un parti nationaliste qui est apparu il y a peu d'années et qui fait déjà 10%. Les sondages récents le donnent à moins parce que ce parti, comme toute cette putain d'extrême droite, en fait a soutenu la Russie. Donc évidemment, le AUR était à 10, ils soutiennent la Russie, bizarrement ils descendent à 5-6, quoi. C'est étonnant. Hein. Peut-être que les Européens veulent pas entendre parler de la Russie, quoi. Et peut-être que l'extrême droite va le comprendre un jour, hein, ce serait peut-être pas mal. Surtout quand on n'a pas encore le pouvoir et qu'on y prétend. Mais c'est compliqué de parler de la politique en Roumanie parce que par exemple tu vas avoir des partis qui vont être économiquement, qui vont rappeler le communisme, voire même qui vont compter parmi eux des gens qui étaient au pouvoir à l'époque communiste, mais ils sont pas du tout gauchistes, quoi. Et ils sont au contraire. En fait, les conservateurs en Roumanie peuvent parfois économiquement être pas communistes, mais socialistes, quoi. Donc il y a un conservatisme socialiste qui existe en Roumanie. Donc c'est pas du tout... Pour te parler de ça, il faudrait vraiment que moi-même j'approfondisse la question longuement, que je fasse intervenir des spécialistes, et surtout qu'on comprenne bien que ce qui est la gauche ici n'est pas la gauche là-bas, etc., etc., quoi. En fait, c'est la droite là-bas qui est libérale, en fait. Qui est libérale et d'un point de vue des mœurs, en fait. Hein. Voilà. On s'en fiche. Daniel, tu es plutôt chat ou chien? Je suis plutôt chien. Daniel, comment convaincre Thomas Ferrier de voter MLP? On peut pas. Il faut pas dépenser une énergie à faire quelque chose qui est presque impossible. Autant essayer de convaincre des gens autour de toi qui doutent, qui se disent peut-être que je vais voter pour elle, mais je suis pas sûr, et qui ne le font pas pour l'instant. Parce que Thomas, tu pourrais essayer pendant 2 semaines non-stop, il votera jamais Marine Le Pen. C'est personnel, quoi. Voilà. Alors... ouais, Thomas Merlin dit, je crois que tu peux oublier, hein, pour Thomas. Il a bien fait d'appeler à voter Marine, nous dit TC. Tout n'est pas terminé. Une deuxième campagne commence maintenant. Alors oui, encore une fois, je pense que je suis assez curieux de voir le débat. Si Marine n'est pas trop con, elle va l'aborder de manière totalement différente, bien plus apaisée. Simplement, en plus là, il y a un bilan à défendre. Donc c'est un peu plus facile pour Marine Le Pen parce que les conneries qu'a faites Macron, elle peut les lui balancer à la gueule. D'un autre côté, Macron peut se réfugier dans la position du président, ce qu'avait dit Thomas quand on a fait le live la semaine dernière, dire écoutez, le Covid, j'ai fait ce que j'ai pu, tous les pays européens autour de moi ont fait une chose similaire, ont pratiqué des restrictions similaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Voilà. En fait, Macron peut la baiser en lui posant des questions qui l'obligent à entrer dans le détail de ce que serait sa politique. Et ensuite, comme en 2017, il essaierait de la ridiculiser. Vous dites n'importe quoi, Marine Le Pen, vous mentez, etc. Alors finalement, avec le recul, on s'est rendu compte que des choses qu'elle avait dit en 2017 n'étaient pas fausses sur Macron et se sont ensuite justement avérées vraies. Mais c'était l'attitude qui n'allait pas en fait. Elle était agressive et en même temps rigolarde, hystérique, enfin ça n'avait pas de sens. Donc en fait, si elle se comporte normalement, il y a des moments où elle va gagner des points, d'autres où Macron va gagner sur des points comme l'économie,
mais son programme aussi est moins effrayant. En fait, Philippot l'a foutu dedans, quoi. Je suis désolé, mais je déteste Philippot, quoi. Philippot a obligé Marine à présenter une ligne anti-euro alors qu'elle maîtrisait pas le sujet et qu'en fait les Français ne veulent pas sortir de l'euro, bon sang de bonsoir, en disant ouais alors il y aura deux monnaies, il y aura le franc mais il y aura aussi l'écu, on comprenait rien, et c'est cette putain de ligne de Philippot quoi. Sinon Marine aurait déjà été à 40 en 2017. Donc là elle a abandonné ce pan-là de son programme. Et sur le reste, c'est beaucoup moins clivant. Hein. Sur l'immigration, c'est Marine qui a raison quand on compare à Macron. Sur l'aspect social, Marine, elle va être la candidate des pauvres, des prolos et même des classes moyennes. Parce qu'aujourd'hui, même en France, les classes moyennes galèrent. Donc, elle a quand même une carte à jouer. Hein. Elle a une carte à jouer. Il faut simplement que son attitude soit bonne. Quoi. On va voir. Comment expliquer Macron premier malgré toute l'opposition durant ces 5 ans, gilets jaunes, grève, SNCF, politique sanitaire? Kylian, parce que en fait on focalise toujours sur l'opposition. Mais au moment des Gilets jaunes, il faut bien comprendre que c'est pas toute la France qui était dans la rue. C'est, je crois, 1 million de Français maximum à un moment donné. C'est beaucoup, mais c'est pas toute la France. Il y a énormément de gens qui ne pouvaient pas blairer les Gilets jaunes. Ils sont là genre, mais qu'est-ce qu'ils viennent à foutre? Tous nos samedis, ils viennent les foutre en l'air en plus. De toute façon. Et puis, moi je vous le dis sincèrement, j'ai de la sympathie pour le peuple des Gilets jaunes. Je veux dire, Florina est une amie, hein, je l'ai fait passer dans une émission publique, dans une émission privée. Je suis catastrophé par ce qui lui est arrivé. Et la répression qu'ont subi les Gilets jaunes, comparativement à celle que ne subissent pas les racailles, est insupportable et détestable. Mais moi, en fait, l'argument des Gilets jaunes, je le trouve nul, je vous le dis. Hein. Le prix de l'essence, il augmente partout, en fait. Et tout le temps. Il y a 200 raisons de manifester en France qui sont plus intéressantes, et de bloquer le pays, qui sont plus intéressantes que l'essence. Alors vous allez me dire, c'était pas que ça, les gilets jaunes, c'est aussi le RIC, etc. Parce qu'après, c'est devenu une grande kermesse. Mais initialement, c'est parce que l'essence a augmenté. Et là encore, il y a des Français qui nous faisaient le coup. Avec Macron, l'essence est à 2 euros. Mais elle est à 2 euros en Roumanie, quoi. Enfin, à un moment donné, comment t'expliquer que c'est pas Macron, quoi? C'est parce que les gens intelligents, je sais pas, je vais citer des mecs qui vont apprécier des types comme Laurent Alexandre, qui sont cadres supérieurs, etc. Ils voient les gilets jaunes, ils se disent c'est quoi ces ploucs? C'est des débiles. Et ils votent Macron, voilà. Voilà, c'est ce que je peux dire. Hein. Là, tu l'opposition, le pass sanitaire, c'est pareil. Chaque fois que des sondages ont été faits sur êtes-vous d'accord avec la politique sanitaire, les Français ont validé le projet de Macron. Parfois une courte majorité, mais toujours avec la majorité. Chaque fois qu'on a interrogé les Français, quand on ne croit pas au sondage, eh bien on ne peut pas produire de bonnes analyses. En réalité, une campagne anti-pass que personne n'a fait était suicidaire. La seule personne qui était partie là-dessus, c'est Philippot. Il a eu un parrainage d'un maire. Voilà la réalité. Donc moi, comment j'explique que Macron est en première position? Parce que Macron est populaire. Voilà. Les Français qui ne sont pas de droite et qui n'ont pas mis la lutte contre l'immigration en priorité numéro 1, ils aiment bien Macron. Et ça, je le dis depuis longtemps. Sur ce même canal, je me suis foutu de la gueule de Rougeron, qui faisait une analyse. Alors, je vous rappelle que Rougeron, lui, il a appelé à voter LR. Hein. Il a appelé à voter pour Xavier Bertrand, qui n'a même pas été vainqueur de la primaire LR. Donc vous imaginez. Et lui, il disait, oui, Bertrand est le seul qui puisse gagner en capitalisant sur la haine, le ressentiment, pas la haine, mais la détestation que les Français ont de Macron, et qui est une des choses les plus communément partagées en France. Oui, c'est tellement partagé que Macron fait 29% au premier tour. Quoi. Et ouais, parce que ça, c'est des faux intelligents en fait. Hein. Rougeron est un faux intelligent, il ne dit que des bêtises. Voilà, j'ai simplement pas le temps de faire un best-of de toutes les conneries qu'il a pu dire depuis 10 ans. C'est quand même hallucinant, quoi. Roussel fait 2,3%. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Putain, mais la salle fait 3%. Mais... Ah, mais je m'en remets pas, quoi. Je m'en remets pas, putain. Ah, ouais. Edouard nous dit un communiste à 3%, il n'y a qu'en France que ça passe. Hein, clairement, quoi. C'est des trucs inimaginables. Hein. Tatiana Ventose appelle à voter pour Marine Le Pen. Ouais, finalement, ça, on va y arriver. Alors, c'est vrai que je dois admettre une erreur d'analyse stratégique. En 2017, je m'étais insurgé contre Marine Le Pen parce qu'elle avait tendu la main en fait à l'électorat Mélenchon plutôt qu'à l'électorat Fillon. Et je crois qu'en fait, elle a eu raison de le faire. Aujourd'hui, tous les moyens sont bons.
Et en fait, pour gagner, il faudrait avoir quelle voix? Il faudrait avoir la voix des antisystèmes, des gens qui ont un point de vue, une critique sociale et économique du bilan de Macron, donc des gens en fait très à gauche de ce point de vue-là. Les conspis. Ah ouais, mais les conspis, ils étaient du côté de Mélenchon. Et ben, je dis pas qu'il faut les flatter, attention. Hein, je dis juste que il faut essayer de se rendre sympathique d'eux. Et pour ça, il faut jouer la carte anti-système. Voilà. Évidemment, si tu commences à dire le vaccin va nous tuer, la Terre est plate, bon là Marine Le Pen finit à 2%, c'est pas ce que je préconise. Mais une position anti-système. Vraiment, moi dans le débat, je serais Marine Le Pen, je dirais je représente. En fait, finalement, le discours qu'avait Éric Zemmour, elle doit se le réapproprier. Dire le système a tout fait pour que je ne parvienne pas au pouvoir. Le système a menti à mon propos, le système a dit les pires horreurs sur moi, sur les gens qui me soutiennent, sur mes militants, sur mes cadres. Et aujourd'hui, on voit ce que ce système qui est au pouvoir a produit, et il vous a engendré, monsieur Macron. Et là, en fait, en tenant ce propos-là, vous êtes par-delà le clivage droite-gauche. Vous êtes dans un clivage système-anti-système. Alors, c'est un clivage que j'aime pas, personnellement, mais il faut reconnaître que les voix qui sont à chercher, c'est simple. Les gens qui sont contre l'immigration, ils vont voter Marine Le Pen. Moyennant... c'est pas leur faire injure de dire qu'électoralement, ils ne pèsent pas. Des gens qui, je dirais, par intégrisme de droite diverses, hein, parce que Bourbon et Ferrier sont très différents, mais ils vont pas voter Marine Le Pen, mais globalement, des gens comme ça, qui sont contre l'immigration, mais qui ne votent pas pour Marine Le Pen, sont quand même minoritaires, en fait. Hein. Donc, les voix de droite vont aller vers Marine Le Pen. Maintenant, Marine Le Pen, elle est obligée d'aller chercher des voix à gauche, sinon il n'y a pas le compte, quoi. Et à quelle gauche? Pas le centre mondialiste macroniste, pas les cadres sup, pas les bourgeois, pas la bourgeoisie républicaine LR qui a voté pour Macron dès le premier tour. Elle va les chercher chez les femmes, chez les pauvres, à gauche, chez les antisystèmes, quoi. C'est de la merde, mais la victoire potentielle, elle est là, quoi. Oui, c'était Ravier, quoi. Je me souvenais pas de Ravier. Des fois, je me demande si je ne deviens pas un peu... voilà, quoi. Ouais, Tatiana Ventose, qu'est-ce qu'elle a dit? Le peuple a tranché en ce premier tour. Le 24 avril opposera une représentante des classes populaires au champion de la bourgeoisie. J'ai choisi mon camp, ce sera Marine Le Pen pour virer Emmanuel Macron. Et vous? Bon, c'est très intéressant. Il faut quand même du courage pour faire ça. Mais ça montre aussi que Marine Le Pen s'est normalisée au point d'être un choix qui n'est plus destructeur pour ceux qui la soutiennent. Tatiana Ventose a estimé, elle a quand même une carrière YouTube, bon, c'est quand même de l'argent qui rentre, c'est quand même son activité principale, j'ai presque plus de batterie, il va falloir que j'arrête. Eh bien, elle se dit, même si j'appelle à voter Marine Le Pen, ça va pas être la fin de ma carrière. Ben, ça veut dire qu'en fait, Marine Le Pen, elle a réussi, en fait. Elle a réussi sa normalisation. Et ça, il y a quand même des enseignements à tirer justement de cette métamorphose. Zemmour peut rester lui-même, et, selon moi, hein, et peut rester radical sur les positions qui nous font l'apprécier, parce que ces positions sont quand même partagées par énormément de Français, tout en se normalisant sa personne, ce qu'il dégage. Et ça, il a 5 ans pour faire ça, et placement de produit, c'est aussi ce que je lui propose à travers mon livre 2027, que j'espère que vous allez, au moins par curiosité, tous finir par lire avant la prochaine séance. La prochaine échéance. Je finis là. J'ai pas eu le temps de lire toutes les questions, il y en avait beaucoup trop. Merci de nous avoir rejoints sur Telegram bien pour regarder ce live. Gardez l'espoir, c'est pas la fin du monde. Dès le début, on savait que le camp national n'allait pas gagner. Donc finalement, on revient au point de départ. Et je suis assez confiant dans l'idée que dans 5 ans, Reconquête, qui est le vrai parti de droite nationale, fera un score beaucoup plus élevé. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, ciao ciao.